Ma famille m'a mise à la porte après un accident de voiture qu'il avait secrètement provoqué, me laissant pour mort pointeux. Il pensait que je n'étais qu'un embarras brisé, mais il avait oublié un détail crucial, je détenais la seule clé de leur accord de 1,2 milliard de dollars, et j'étais sur le point de l'utiliser. Je me suis réveillé de l'accident de l'autoroute Ravenline avec des côtes fêlées et un téléphone aussi silencieux qu'une tombe. J'ai boité jusqu'à la maison avec des béquilles, où ma famille m'attendait non pas avec inquiétude, mais avec un avis d'expulsion de 24 heures. « Tu es une honte », ont-ils déclaré. Ils n'avaient aucune idée que je détenais la clé de conformité. La seule chose qui pouvait arrêter la fusion de 1,2 milliard de dollars de Westmore Analytics, et ils ne savaient certainement pas que l'accident n'était pas de ma faute. C'était un secret qui menait directement à eux. Je m'appelle Mara Queen. J'ai 32 ans. Et la nuit où je suis rentré de l'hôpital, la ville de Hallir Ridge se noyait sous une pluie incessante et impitoyable. Chaque goutte qui martelait l'asphalte était un petit point faisant écho à la douleur lancinante dans mes côtes. Les béquilles que l'infirmière des urgences avait ajustées pour moi me semblaient étrangères dans mes mains, leurs embouts en caoutchouc s'enfonçant légèrement dans la pelouse molle et boueuse de la maison où j'avais grandi. Mon manteau, un trench bleu marine pratique, était strié de la crasse de l'accotement de l'autoroute où ma berline s'était finalement arrêtée, tordue en un cri de métal. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse chercher mes clés. Une lumière vive et clinique s'est déversée sur le porche, me faisant plisser les yeux. Elle a dessiné la silhouette de mon beau-père, Royce Barrett, sa large carrure remplissant l'embrasure de la porte comme un videur dans un club où je n'étais plus la bienvenue. Il n'a pas bougé pour m'aider. Il a juste regardé, son expression neutre et indéchiffrable. Alors que je franchissais les 3 marches en bois, un processus maladroit et douloureux qui m'a laissé essoufflée et tremblante, quand j'ai finalement basculé par-dessus le seuil et dans la chaleur familière du hall, je l'ai vu. Ma grande valise, celle que j'utilisais pour les voyages d'affaires, se tenait en sentinelle près de la porte. À côté, un sac de sport, bombé et zippé à la hâte. Ma vie, ou ce qu'ils avaient jugé essentiel, était emballée et attendait. Ce n'est pas un hôpital, Mara, a dit Royce. Sa voix était exactement comme je m'en souvenais de 1000 autres renvois, basse, graveleuse et totalement dépourvue de chaleur. C'était la voix qu'il utilisait lorsqu'une affaire tournait mal, ou lorsque ma mère, avant de mourir, en avait trop demandé. Je me suis appuyé lourdement sur mes béquilles. Les muscles de mes bras brûlaient déjà. La cuisine, ma destination, semblait à 1 kilomètre de là. Je pouvais sentir l'odeur citronnée du nettoyant pour sol. La légère odeur âcre de chlore qui signifiait que la femme de Royce, la remplaçante de ma mère, avait fait un grand nettoyage. C'était l'odeur d'un environnement stérile, un espace débarrassé de tout désordre gênant, un espace débarrassé de moi. Ma sœur aînée, Tessa, était appuyée contre l'îlot de cuisine, un verre de vin blanc à la main. Elle était l'image de l'élégance sans effort, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son chemisier en soie d'un blanc crémeux qui semblait repousser la morosité de la maison. Elle n'a pas regardé mon visage ni les bandages visibles sous la déchirure de mon jean. Son regard s'est porté directement sur mes chaussures boueuses, puis sur ses propres talons coûteux. Une comparaison silencieuse et accablante. « Tu vas attirer la presse », a-t-elle dit, sa voix un soupir soigneusement modulé. Un accident comme ça sur la Ravenline. Avec ta position chez Westmore, c'est juste. Désordonné. L'embarras, pas l'inquiétude. C'était la marque de fabrique de la famille. Je l'ai ignoré et j'ai manœuvré vers le comptoir en granit poli, sortant un morceau de papier plié de la poche de mon manteau. Ma main tremblait en le faisant glisser sur l'îlot. Le papier en tête officielle de l'hôpital général de Hallir Ridge était saisissant sous l'éclairage encastré. C'est du docteur Evans, ai-je réussi à dire, la gorge serrée. 4 semaines obligatoires, FMLA, côte fêlée, une commotion cérébrale et une déchirure du LMC. Royce l'a pris, y a jeté un coup d'œil et a laissé échapper un rire bref et dédaigneux. Le FMLA ne paie pas l'hypothèque. 4 semaines. Qui va couvrir ta part des factures? La question flottait dans l'air, épaisse et suffocante. Ce n'était pas vraiment une question. C'était un verdict. Je n'étais plus un atout, une contributrice. J'étais un passif, un équipement cassé. L'odeur d'eau de Javel était plus forte maintenant, se mêlant à l'odeur de l'adoucissant qui s'accrochait au sac près de la porte. L'odeur d'une maison qui effaçait systématiquement ma présence. Tessa a posé son verre de vin avec un clic délicat. Elle s'est dirigée vers le porte-clés près de la porte arrière et en a décroché mes clés de voiture.
Le petit logo métallique de Westmore sur le porte-clés a brillé. Elle les a balancés devant moi, un pendule provocateur. La compagnie d'assurance a appelé, a-t-elle dit, son ton empreint d'une sorte de déception lasse, comme si j'avais échoué à un test qu'elle savait que je n'étais pas assez intelligente pour réussir. Il refuse la réclamation. Erreur de conduite. Apparemment, tu as juste perdu le contrôle. Le monde a basculé. Pendant un instant, la douleur à mon genou et à mes côtes n'était rien comparée au choc froid qui m'a traversé. Je n'ai pas, juste perdu le contrôle. Je me souvenais du moment avec une clarté cristalline et terrifiante qui m'avait hanté dans la chambre d'hôpital blanche et stérile. Le semi-remorque dans la voie voisine avait fait une embardée, ses phares aveuglants, la route sombre et glissante de pluie. Je me souvenais de mon pied s'écrasant sur la pédale de frein, et je me souvenais que la pédale ne bougeait pas. Elle était dure, inflexible, comme si j'appuyais contre un bloc d'acier massif. Il n'y avait pas de jeu, pas de résistance, pas de pression hydraulique familière. Juste un arrêt net et solide. La voiture avait dévié, fait de l'aquaplaning, puis avait tourné dans un balai chaotique de pneus crissants et de verres brisés. Ce n'était pas une erreur, c'était une défaillance. La voiture m'avait lâché. Non, ai-je chuchoté, le mot à peine audible. Le frein. Royce s'est avancé, son ombre tombant sur moi. Il a pris les clés de Tessa et les a laissées tomber sur le dessus de ma valise avec un cliquetis qui ressemblait au dernier tour de clé d'un geôlier. On ne peut pas avoir ça, a-t-il dit, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur, comme s'il partageait une stratégie commerciale. La fusion est à un stade délicat. La marque de Tessa y est liée. Mes entreprises y sont liées. On ne peut pas être entraîné par tes drames. Il a fait un geste vague vers mon genou bandé, mon apparence débraillée, ma douleur. Il s'est dirigé vers la porte d'entrée et l'a poussée. Le son brut et humide de la tempête s'est engouffré, refroidissant l'air stérile. La pluie a éclaboussé le parquet impeccable. Tu as 24 heures, a-t-il dit sans me regarder. Il regardait la nuit comme si j'étais déjà parti. Trouve un autre endroit où aller. Un hôtel, chez un ami. Je m'en fiche. Ne nous implique pas, il n'a pas eu besoin d'en dire plus. Le message était clair. La famille était une société et j'étais une filiale défaillante en cours de liquidation. Limiter les pertes. Protéger les actionnaires. L'engourdissement était une miséricorde. Il s'est installé sur moi comme une lourde couverture, émoussant les bords tranchants de leur cruauté. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas plaidé. Le combat m'avait quitté sur cette autoroute. Je me suis retourné, mon mouvement raide et robotique. J'ai attrapé la poignée de ma valise. J'ai calé le haut de mes béquilles sous mes bras et j'ai commencé la longue et angoissante marche hors de ma propre vie. Chaque balancement des béquilles était un effort monumental. La maison que je connaissais était soudain un territoire étranger rempli d'obstacles. Le bord du tapis perçant, le pied de la console antique, les petites éraflures sur la plinthe que je n'avais jamais remarquées auparavant. C'étaient les détails d'une vie dont j'étais maintenant une observatrice, un fantôme poliment mais fermement exorcisé. Quand j'ai atteint le porche, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas supporter de voir leur visage, de voir le soulagement que je savais s'installer sur eux maintenant que le désagrément était presque terminé. J'ai refermé la lourde porte derrière moi, le clic du loquet final et absolu. Sur le porche couvert, la tempête était une chose vivante. Le vent fouettait la pluie sous les avant-toits, trempant l'ourlet de mon jean. Il faisait froid, un froid profond et pénétrant qui n'avait rien à voir avec la météo. Je me suis appuyé contre la balustrade, les jointures blanches, et j'ai regardé l'obscurité tourbillonnante de Hallir Ridge. La pluie martelait le toit en tôle ondulée au-dessus de moi, un rugissement percussif assourdissant. Cela ressemblait aux applaudissements sauvages et tonitruants d'une foule invisible, acclamant mon exil. 48 heures après avoir été jeté sous la pluie, j'étais réfugié dans un appartement d'entreprise stérile à court terme, 20 étages au-dessus de la ville. La douleur dans mes côtes était un rappel constant et aigu de la trahison de mon corps, géré par un régime prudent d'analgésiques sur ordonnance que je prenais délibérément à la moitié de la dose recommandée. J'avais besoin de la douleur. Elle me gardait affûté. Mon nouveau monde était l'écran de l'ordinateur portable, un portail lumineux vers l'endroit où j'avais réellement une certaine valeur. Westmore Analytics avait son siège dans la tour Ravenholt, un monument d'acier et de verre fumé qui tranchait le ciel en deux. Ses ascenseurs se déplaçaient avec la vitesse silencieuse et mortelle d'une guillotine,
et ses bureaux à air ouvert étaient conçus pour promouvoir une transparence purement architecturale. En réalité, l'information à Westmore se déplaçait en chuchotement, dans des discussions cryptées et dans les alliances subtiles forgées autour d'un café tiède dans les salles de pause minimalistes. C'était un monde que je comprenais, un monde que j'avais construit une carrière à naviguer. Mon titre était « Responsable de l'intelligence des risques ». C'était un rôle que je m'étais taillé sur mesure. Mon équipe et moi étions les architectes de la Sentinel Blackline, le moteur de détection de fraude de la chaîne d'approvisionnement exclusive de Westmore. Ce n'était pas seulement du code. C'était une philosophie. La Sentinelle ne cherchait pas seulement des anomalies. Elle apprenait le rythme cardiaque d'un système, le rythme des transactions, la signature des affaires légitimes. Elle pouvait sentir un mensonge dans un téraoctet de données. C'était l'œuvre de ma vie professionnelle, une machine complexe et élégante conçue pour faire respecter l'honnêteté. Mon ordinateur portable de travail, récupéré de ma voiture mise en fourrière par un coursier de l'entreprise, a sonné avec un email entrant. Le nom de l'expéditeur a rendu l'air du petit appartement mince. Caleb North, PDG. Le message était bref. Un mélange parfait d'empathie d'entreprise et d'urgence de la direction. Objet, je prends de vos nouvelles. Acquisition CF. Mara, j'ai entendu parler de l'accident. Une nouvelle terrible. L'équipe et moi vous souhaitons un prompt rétablissement. Prenez tout le temps dont vous avez besoin dans le cadre du FMLA. Votre santé est la priorité. Sur un sujet connexe, nous approchons de la dernière étape de l'accord Cobalt-Finch. Le service financier est prêt à virer le premier séquestre, mais nous ne pouvons pas avancer sans la vérification finale de l'intégrité des données. Je sais que le moment est mal choisi, mais pourriez-vous éventuellement vous occuper de la signature à distance? C'est la dernière pièce du puzzle. Reposez-vous, Caleb. Le puzzle. Il faisait passer l'acquisition de 1,2 milliard de dollars de Cobalt-Finch pour un mot croisé du week-end. Mais il n'avait pas tort. J'étais la dernière pièce. Je détenais quelque chose appelé la clé de séquestre de conformité. Ce n'était pas un objet physique, mais une signature cryptographique unique, une autorité numérique que seul moi pouvais exercer. C'était une sécurité que j'avais insisté pour intégrer à notre protocole de fusion et acquisition il y a des années. La clé agissait comme une vérification humaine et algorithmique finale, une certification que les données de l'entreprise cible étaient propres, que notre diligence raisonnable était solide et que les modèles financiers n'étaient pas construits sur du sable. Sans ma signature, le virement de 9 chiffres ne pourrait pas être initié. L'accord calerait et le marché deviendrait nerveux. Une demande d'appel vidéo est apparue. C'était Arthur Vance, notre conseiller juridique interne en chef. C'était une créature de prudence, un homme dont le travail était de voir l'iceberg derrière chaque mirage scintillant. Mara, a-t-il dit, son visage une grille de pixels. Caleb m'a dit qu'il vous contactait. Je suis légalement obligé de vous conseiller de ne rien signer d'aussi important pendant que vous êtes sous traitement médicamenteux. Si cet accord tourne mal plus tard, le conseil adverse soutiendra que votre jugement était altéré. Ils vous mettront en pièces. J'ai ajusté la poche de glace sur mon genou lancinant. Le froid était une douleur sourde et bienvenue. Mon jugement n'est pas altéré, Arthur. Je suis plus lucide que jamais. Il a soupiré, le son grésillant à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Soyez juste prudente. Il y a beaucoup de pression qui vient du conseil d'administration. Le nouveau directeur financier est impatient. Je savais ce qu'il voulait dire. Everett Hay avait été débauché d'une entreprise rivale il y a 3 mois avec pour mandat de poursuivre une croissance agressive. Il était tout en costumes élégants, un sourire prédateur et un vocabulaire parsemé de « synergie disruptive ». La rumeur disait que sa rémunération était fortement liée à la conclusion de l'accord CF avant la fin du trimestre fiscal, qui approchait. Hay voyait l'acquisition comme son couronnement. Je la voyais comme un énorme ensemble de données qui devait être testé à son point de rupture. Ma première étape était une procédure simple. Avant de signer, je passais toujours en revue les journaux de pré-traitement finaux et les données brutes des flux d'ingestion de l'entreprise cible. C'était une vérification personnelle finale, une chance de voir les données avant qu'elles ne soient nettoyées, triées et présentées dans des tableaux de bord soignés et digestes. J'ai envoyé une demande standard via le portail informatique sécurisé. Accès aux données brutes CF, journaux d'ingestion, priorité élevée. La réponse est revenue en moins de 5 minutes. Ce n'était pas d'un administrateur système.
C'était d'Everett lui-même. Mara, votre accès au serveur de projets actifs a été temporairement suspendu conformément au protocole standard pour les employés en congé de maladie prolongé. C'est pour garantir l'intégrité et la sécurité des données. Les rapports de synthèse ont déjà été compilés et sont joints pour votre examen. Veuillez exécuter la signature à votre plus grande convenance. Cordialement, Everett. Un picotement froid a parcouru ma colonne vertébrale, qui n'avait rien à voir avec la poche de glace. Le « protocole standard » était un mensonge. J'avais écrit le protocole. Il prévoyait une suspension uniquement si le congé était lié au stress ou impliquait un conflit d'intérêts. Mon accident de voiture n'était ni l'un ni l'autre. C'était un blocage. Il me coupait délibérément l'accès aux données brutes. Il me tendait un résumé sélectionné et me disait de signer en bas de la page. Il me traitait comme un tampon encreur. J'ai fermé l'email. Mon cœur battait un tambour lent et lourd contre mes côtes meurtries. Pour un employé normal, ce serait la fin du chemin. Vous faites appel, vous envoyez des emails, vous vous retrouvez pris dans une bureaucratie d'entreprise conçue pour avancer à un rythme glaciaire. Mais je n'étais pas une employée normale. J'étais paranoïaque. Il y a des années, lorsque j'ai conçu pour la première fois l'architecture de la Sentinel Blackline, j'avais construit une porte dérobée personnelle. Ce n'était pas pour l'espionnage. C'était un outil de diagnostic, une mesure, en cas d'urgence, briser la glace. Il créait un clone de données hors ligne, parallèle et fortement crypté, sur un serveur sécurisé non connecté au réseau que je maintenais personnellement hors site. Le système prenait un instantané de toutes les données brutes de tout projet majeur quelques heures après leur ingestion, avant que les algorithmes de traitement ou de nettoyage interne de Westmore ne puissent les toucher. C'était une habitude professionnelle, une façon de m'assurer d'avoir toujours une copie de contrôle impeccable. C'était ma police d'assurance contre exactement ce genre de situation. J'ai passé les 2 heures suivantes dans un état de concentration intense et ciblé. Les lumières de la ville ont commencé à se brouiller dans la fenêtre derrière mon reflet. Je me suis connecté à mon serveur privé via une série de VPN en cascade qui ont fait rebondir mon signal sur 3 continents. L'interface était austère, en mode texte, un écran noir avec un curseur vert clignotant. C'était un espace que seul moi savais naviguer. J'ai lancé le protocole de synchronisation. Des téraoctets de données brutes des serveurs de Cobalt Finch ont commencé à peupler mon écran, un flux pur et non filtré de leur sang financier. J'ai laissé les algorithmes de base de la Sentinelle fonctionner, mais je n'ai pas regardé le tableau de bord. Je suis allé plus loin. J'ai contourné l'interface conviviale et j'ai commencé à interroger directement les journaux de transactions brutes. Je cherchais le bruit, le statique, les données que les rapports de synthèse étaient conçus pour lisser. Pendant des heures, je n'ai rien vu d'autre que le rythme banal d'une entreprise de logistique et d'analyse de taille moyenne, paiement des fournisseurs, facturation des clients. Tout était là, tout était prévisible. Mes yeux me brûlaient à force de fixer l'écran. La douleur à mon genou était une distraction enflammée. J'ai presque abandonné. Je me suis presque convaincu que Hay n'était qu'un imbécile zélé, pas un criminel. Puis je l'ai vu. Cela a commencé comme un scintillement, un schéma presque trop subtil pour être enregistré. Une ligne d'article spécifique, remise pour maintenance accélérée. Elle apparaissait dans des transactions avec une poignée de fournisseurs de logistique tiers. Les montants n'étaient jamais énormes, toujours juste en dessous du seuil de $10 000 qui déclencherait un signalement d'audit automatique. C'était une pratique courante pour cacher des choses. Mais c'était différent. Le pourcentage de remise était toujours le même, exactement 4,9%. Pas environ 5%, mais un chiffre étrangement spécifique. Et les paiements n'étaient pas aléatoires. Ils se produisaient selon un calendrier récurrent, mais qui ne correspondait à aucune période de facturation standard, ni mensuelle, ni trimestrielle. C'était un cycle répétitif complexe lié au volume d'expédition de certains entrepôts. C'était un signal fantôme à l'intérieur de la machine. Mes doigts ont volé sur le clavier. J'ai isolé chaque transaction contenant la remise de 4,9%. Je les ai tracés par rapport aux dates, aux fournisseurs et aux origines d'expédition. Le schéma qui est apparu sur mon écran était saisissant et sans équivoque. Ce n'était pas une série de remises. C'était un système. Les paiements formaient un grand livre secondaire caché, détournant un flux régulier d'argent de Cobalt Finch vers un réseau de petits fournisseurs de services apparemment sans rapport. La structure, la précision rythmique, les montants soigneusement calibrés.
Ce n'était pas seulement de la fraude. Cela avait l'architecture distincte et élégante d'un système de blanchiment d'argent sophistiqué. Et au plus profond des métadonnées de la transaction, enfouies sous des couches de code de routage, j'ai trouvé le nom du gestionnaire autorisant chez Cobalt Finch pour les contrats de fournisseurs initiaux, Royce Barrett. Le nom de l'homme qui avait fait mes valises et m'avait dit de ne pas impliquer sa famille dans mes drames. Mon beau-père, l'homme dont l'entreprise, Braslin Venture, je voyais maintenant répertorié comme l'un des principaux bénéficiaires de ces remises de 4,9%. Les pièces se sont assemblées avec la finalité écœurante d'un cercueil qui se referme. Il n'était pas seulement impatient. Il essayait d'enterrer ça. L'acquisition n'était pas un couronnement. C'était un incinérateur conçu pour brûler les preuves des crimes de Royce avant que quiconque ne puisse les trouver. Et ma signature était l'allumette dont il avait besoin pour allumer le feu. La découverte du nom de Royce dans les journaux de données de Cobalt Finch a été comme une clé tournant dans une serrure dont je ne connaissais pas l'existence. Elle a ouvert une porte sur une pièce beaucoup plus sombre. Mon monde, qui avait été soigneusement divisé en deux catastrophes distinctes, un accident de voiture suspect et une fusion d'entreprises frauduleuses, était soudainement, terrifiantement, un. Les deux événements n'étaient plus des lignes parallèles de malchance. Ils convergeaient, et le point d'intersection était ma propre famille. Ma première démarche a visé la voiture. La berline, un modèle domestique récent, n'était plus qu'un tas de ferraille dans une fourrière d'assurance, mais son cerveau était probablement intact. J'ai rédigé une demande officielle au bureau régional du fabricant, invoquant mes droits en tant que propriétaire pour faire extraire les données de l'écu, la boîte noire du véhicule, et me les faire envoyer pour une analyse indépendante. J'avais besoin de la télémétrie brute, vitesse, angle du volant, et surtout, la pression exacte appliquée à la pédale de frein par rapport à la réponse du système. J'avais besoin des derniers mots numériques de la voiture. La réponse, lorsqu'elle est arrivée un jour plus tard, était un chef-d'œuvre d'obstruction d'entreprise. Un email poli sous forme de lettre type expliquait que, comme le véhicule avait 2 ans et venait de dépasser sa période de garantie complète, une telle extraction de données serait considérée comme un service de diagnostic non standard. Il faudrait une ordonnance du tribunal ou une demande formelle de mon assureur. Et comme mon assureur avait déjà conclu à une erreur de conduite, il n'aurait aucune incitation à creuser davantage. C'était un échec et mat d'entreprise, propre et parfait. Il refusait de me donner la preuve de ma propre expérience. La frustration était une émotion chaude et inutile. Je l'ai refoulée, la remplaçant par la logique froide et patiente que j'utilisais pour chasser la fraude. Si la porte officielle est verrouillée, vous cherchez une fenêtre non sécurisée. J'ai fermé les yeux, forçant mon esprit à retourner dans la voiture. Non pas au moment de l'accident, mais aux semaines précédentes. J'étais une créature d'habitude et une sceptique professionnelle. Je testais tout. Mon équipe chez Westmore développait une nouvelle interface utilisateur pour les évaluateurs de risque sur le terrain, et une partie du projet consistait à tester des appareils d'enregistrement discrets. C'est là que je me suis souvenu. Rentré dans le pare-soleil, maintenu par une simple pince, il y avait un stylo. C'était un stylo à billes élégant et discret. Sauf que ce n'en était pas un. C'était une caméra de tableau de bord haute définition, son minuscule objectif presque invisible. Je l'avais mis là pour tester sa stabilité et la qualité de la vidéo pendant mon trajet quotidien. Je l'avais complètement oublié dans le chaos après l'accident. La caméra elle-même était probablement détruite, mais elle avait une fonctionnalité sur laquelle j'avais insisté pour nos clients d'entreprise, une sauvegarde automatique et cryptée dans le cloud. Mes doigts tremblaient légèrement alors que je naviguais vers un compte de stockage en nuage privé, non Westmore. C'était un bac à sable personnel que j'utilisais pour les tests, rempli de fichiers inutiles et de vieilles photos. Mais dans un dossier intitulé « Test sur le terrain UX », j'ai trouvé une série de fichiers vidéo horodatés avec mes trajets quotidiens. Le dernier était étiqueté avec la date de l'accident. J'ai cliqué sur « Lecture ». La vidéo était claire. Une vue grand angle à travers le pare-brise strié de pluie. J'ai regardé le tronçon familier de l'autoroute Ravenline défiler. Le balayage rythmique des essuie-glaces marquant le temps avec le faible vrombissement du moteur. Le semi-remorque est apparu sur la droite, ses phares un éblouissement aveuglant. Je l'ai vu faire une embardée, le mur massif de sa remorque coupant dans ma voie. Mes propres mains, d'un blanc fantomatique à la lumière du tableau de bord, agrippaient le volant. Tout était exactement comme je m'en souvenais. J'ai avancé rapidement, puis j'ai ralenti la lecture image par image. Mes yeux étaient collés au tableau de bord, reflétés faiblement dans la partie inférieure du pare-brise. Et c'était là.
Une lueur. Pendant une fraction de seconde, une minuscule icône cramoisie s'est allumée sur le tableau de bord. C'était le voyant d'avertissement du système de freinage, un fantôme. Il est apparu puis a disparu alors que la voiture commençait sa rotation incontrôlable. J'ai fait des allers-retours. L'horodatage de la vidéo montrait qu'il apparaissait exactement 0,7 secondes avant que la trajectoire de la voiture ne change. C'était la preuve. La voiture savait qu'elle défaillait avant moi. Elle a essayé de m'avertir. Cette petite lumière rouge était ma nouvelle miette de pain. Une défaillance du système de freinage sur une voiture de 2 ans était rare, mais pas impossible. Cela signifiait généralement une chose, une pièce défectueuse. J'ai passé les heures suivantes dans les archives profondes et obscures d'Internet, base de données de la NHTSA, forum d'ingénierie automobile, site de plainte de consommateurs. J'ai cherché la marque et le modèle de ma voiture, en les recoupant avec les rappels et les bulletins de services techniques liés au système de freinage. Cela a pris des heures, mais je l'ai trouvé. Un rappel régional limité émis 6 mois plus tôt pour un lot spécifique d'étriers de frein hydraulique. Le fabricant avait identifié un défaut métallurgique qui pouvait provoquer le blocage de l'étrier sous une forte pression soudaine. Le scénario exact que j'avais vécu. Mon sang s'est glacé en faisant défiler le rapport jusqu'au nom du fournisseur de pièces responsable de ce lot spécifique. Braslin Venture. Le nom m'a frappé avec la force d'un coup physique. L'entreprise de Royce. La même entreprise qui recevait les remises blanchies de 4,9% de cobalt finch. L'entreprise de mon beau-père avait fourni la pièce de frein défectueuse qui avait failli me tuer. La pièce semblait se refermer sur moi. Je respirais superficiellement, mon esprit s'emballant pour relier les points. Il ne suffisait pas que Braslin soit le fournisseur. Je devais tout lier à la fusion. Je suis retourné à ma copie hors ligne des données d'acquisition de cobalt finch. Cette fois, je ne cherchais pas de fraude financière. Je cherchais dans les fichiers opérationnels, les contrats de fournisseurs, les accords de sous-traitance. Et c'était là, enfoui dans un sous-dossier d'un sous-dossier, un addendum au contrat de logistique principal de cobalt finch. Braslin Venture était répertorié comme un sous-traitant approuvé, un fournisseur tiers chargé de gérer l'expédition de composants spécialisés. Royce n'avait pas seulement siphonné de l'argent de CF. Il avait intégré sa propre entreprise dans leur chaîne d'approvisionnement. Cette acquisition ne visait pas seulement à enterrer les preuves de fraude. Il s'agissait pour Westmore d'acquérir sans le savoir une entreprise qui était déjà de mèche avec l'entreprise corrompue de Royce. La fusion le légitimerait, l'enrichirait et cacherait ses traces, tout en un. Une dernière pièce manquait. Le rejet froid et calculé de Tessa à la maison n'était pas seulement pour protéger la réputation de la famille du désordre d'un accident de voiture. Cela semblait plus personnel, plus investi. Sur une intuition, j'ai fait une simple recherche sur le web. Tessa Quinn, Braslin Venture. Le résultat était une seule image mise en cache du site web d'un journal d'affaires local. C'était une photo d'un déjeuner professionnel quelques mois auparavant. Royce se tenait souriant, son bras autour d'un politicien local, et à côté de lui, tenant une flûte de champagne, se trouvait Tessa. La légende l'identifiait comme une consultante en images de marque indépendante qui avait récemment aidé Braslin Venture à décrocher une nouvelle initiative marketing. La corde s'est tendue. Chaque pièce s'est emboîtée, formant une seule image monstrueuse de trahison. Ma famille profitait d'un système frauduleux géré par mon beau-père à travers l'entreprise même que nous essayions d'acquérir. Cette même entreprise a fourni une pièce défectueuse qui a causé mon accident. Mon accident, ainsi que l'enquête et l'attention des médias qui en découleraient, aurait été un risque massif et inacceptable pour l'accord. Il aurait mis en lumière Westmore, Cobalt Finch, et inévitablement leurs sous-traitants, y compris Braslin. Alors, ils ont coupé le risque. Ils m'ont traité comme une action volatile et m'ont vendu, me mettant à la porte, me discréditant avec le récit de erreur de conduite. C'était leur gestion des dommages. C'était une décision commerciale. J'ai ressenti un profond froid arctique se répandre en moi, éteignant les dernières braises de chagrin et les remplaçant par quelque chose de dur et de tranchant. Il ne s'agissait plus seulement d'être abandonné. Il s'agissait d'une tentative de meurtre, que ce soit par négligence ou par dessein, et d'une conspiration qui s'étendait de ma propre maison au conseil d'administration de mon entreprise. J'ai commencé à travailler méthodiquement, mes émotions rangées comme de vieux vêtements. J'ai compilé chaque pièce de preuve. La vidéo du voyant de frein, l'avis de rappel,
le journal de transaction de CF montrant les remises de 4,9%, l'accord de sous-traitance nommant Braslin, la capture d'écran de Tessa à l'événement de relations publiques. J'ai tout crypté dans un seul package cohérent. Puis j'ai construit une chambre forte, un interrupteur de l'homme mort numérique. J'ai créé une nouvelle adresse email anonyme et j'ai rédigé un message. Les preuves cryptées étaient la pièce jointe. Les destinataires étaient l'ensemble du conseil d'administration de Westmore Analytics, le conseiller principal de la division de l'application des lois de la SEC, et un journaliste technologique que je connaissais qui avait un penchant pour faire éclater au grand jour les malversations d'entreprise. J'ai sauvegardé le brouillon. Puis j'ai écrit un simple script, un programme qui surveillerait les serveurs d'entreprise de Westmore pour un événement spécifique. Le script était conçu pour faire une chose, des confirmations que le vote d'approbation final pour l'acquisition de Cobalt Finch avait été initié lors d'une réunion du conseil d'administration, il enverrait l'email instantanément, irrévocablement. J'ai nommé le package Raven, d'après l'autoroute où ils avaient tenté de me faire taire. La clé pour arrêter l'accord n'était pas seulement la clé de conformité que je détenais. C'était ceci. C'était leur jugement, attendant sur un serveur que la condition finale soit remplie. Et cette condition était la réunion même où ils se rassembleraient tous, s'attendant à ce que je signe et que tous leurs problèmes disparaissent. L'email d'Everett High est arrivé à l'aube. C'était un document enveloppé dans un message, l'équivalent d'entreprise d'un couteau caché dans une miche de pain. L'objet était une simple déclaration, Cobalt Finch, package de vérification finale. En pièce jointe, un PDF de 50 pages, un résumé propre des données d'acquisition. Je l'ai ouvert et c'était exactement comme je m'y attendais, une œuvre d'art. Les graphiques étaient élégants, les lignes de tendance optimistes, et le résumé exécutif était une prose si polie et rassurante qu'elle aurait pu calmer un krach boursier. Tous les points de données brutes et désordonnés que j'avais passé la nuit à démêler avaient disparu, lissés par des algorithmes propriétaires et présentés comme un risque acceptable. Les remises de 4,9% à Braslin Venture n'existaient pas dans cette réalité. Royce Barrett n'était pas un nom dans ce document. C'était une fiction aseptisée conçue dans un seul but, être signée. L'email de High était bref, l'équivalent numérique d'une poussée par derrière. Mara, voici le package final. Il a été triple vérifié par les auditeurs externes. Nous avons besoin de ta signature sur la clé de séquestre de conformité d'ici la fin de la journée pour respecter le calendrier. Fais-moi savoir une fois que c'est fait. Ce n'était pas une demande. C'était une instruction. J'ai laissé l'email reposer pendant exactement 1 heure, un petit acte de résistance délibéré. Puis j'ai répondu, mon propre message tout aussi succinct et professionnel. Everett, merci pour le package. Conformément au protocole standard pour un accord de cette valeur, je demande une fenêtre de 72 heures pour effectuer une validation finale par échantillonnage aléatoire sur les flux de données brutes. Je ne signerai pas tant que ce processus ne sera pas terminé. Sa réponse a été presque instantanée. Il n'y avait pas de salutation, pas de formule de politesse, juste une seule ligne froide qui vibrait de fureur. Tu es un maillon de la chaîne, Mara. Ne sois pas celui qui se brise. La métaphore était grossière, mais son sens était parfaitement clair. J'étais un composant, pas une conscience. Ma fonction était de transmettre la force, pas de la remettre en question. La menace était évidente. Rentre dans le rang ou sois brisé. J'ai fermé l'ordinateur portable. La pression n'était plus une force subtile. C'était une présence physique dans la pièce. 10 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant affichait le numéro privé de Caleb North. Je l'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre, prenant une lente inspiration pour calmer ma voix. Mara, a-t-il dit. Son ton était à l'opposé de celui de High, chaleureux, concerné, raisonnable. C'était bien plus dangereux. Je viens de voir la chaîne de mai. Est-ce que tout va bien? Je vais bien, Caleb. Je fais juste mon travail. Je le sais. Tu es la meilleure que nous ayons, a-t-il dit, le compliment un lubrifiant prudent. Écoute, je sais qu'Everett peut être abrasif. C'est un homme de chiffres. Mais il a raison sur le calendrier. Les actionnaires s'impatientent. Nous avons annoncé cette fusion avec une date de clôture très agressive, et tout retard sera interprété comme un problème. Cela affectera le cours de l'action. Il a fait une pause, laissant le poids de cette déclaration s'installer. Je suis sous une pression énorme. Je fais confiance à ton jugement, Mara,
implicitement. Mais j'ai besoin de savoir si cette validation par échantillonnage est une véritable nécessité procédurale ou si tu as trouvé quelque chose. C'était un piège magistralement construit. Si je disais que c'était juste une procédure, il me presserait d'y renoncer. Si je lui disais ce que j'avais trouvé, je montrerais mon jeu trop tôt, leur donnant le temps de couvrir leurs traces, de me discréditer ou de construire un récit contre moi. J'ai choisi une troisième voie. C'est une nécessité, ai-je dit, ma voix égale et ferme. Les modèles sont complexes. J'ai une obligation professionnelle et légale de garantir l'intégrité des données que je signe. Cela vous protège. Cela protège le conseil. Et cela protège l'entreprise. 72 heures. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Je pouvais l'entendre respirer, pesant ses options. Très bien, Mara, a-t-il finalement dit, sa voix une nuance plus froide. Tu as tes 72 heures. Mais fais en sorte qu'elle compte. Il a raccroché. J'avais mon temps, mais j'avais aussi déclenché un compte à rebours. Je savais quelle devait être ma prochaine démarche. Je ne pouvais pas mener cette bataille par email. Je devais la porter devant le seul forum qu'il ne pouvait pas contrôler avec des cadres intermédiaires et des accès verrouillés, le conseil d'administration. Je me suis connecté au système de planification de l'entreprise et j'ai envoyé une demande formelle au secrétaire du conseil, demandant une session d'urgence du conseil d'administration pour présenter des conclusions critiques relatives à un risque non atténué dans l'acquisition de Cobalt Finch, concernant spécifiquement des anomalies dans le modèle de remise aux fournisseurs. Disponibilité immédiate. J'ai appuyé sur « Envoyer ». 1 heure plus tard, j'ai quitté l'appartement d'entreprise pour la première fois en 2 jours. Ayant besoin de me vider la tête, j'ai boité jusqu'au café du coin. La douleur dans mon genou, un métronome sourd. À mon retour, j'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon étage, j'ai sorti ma carte d'accès d'entreprise et je l'ai passée sur le lecteur. Le lecteur a émis un bip. Une seule note stérile de refus. La lumière a clignoté en rouge. Accès refusé. Je l'ai passé à nouveau. Rouge. J'ai essayé la porte de service. Rouge. C'était arrivé. Il m'avait exclu, non seulement des données, mais de ma maison temporaire. C'était une riposte rapide, brutale et totalement prévisible. Il ne construisait pas seulement un mur autour des données. Il m'isolait physiquement, essayant de me couper de ma propre vie. Une fureur silencieuse, froide et pure, s'est installée dans mes os. Everett et Caleb North pensaient qu'ils jouaient aux échecs. Ils venaient de renverser l'échiquier. Je n'ai pas paniqué. J'ai pris l'ascenseur pour redescendre dans le hall, j'ai contourné la réception principale et j'ai traversé le couloir de marbre étincelant jusqu'à l'entrée de service à l'arrière du bâtiment. J'ai attendu. À 16 heures, le changement d'équipe a eu lieu. Quelques minutes plus tard, Hector Garcia a poussé un chariot de nettoyage à travers les portes. C'était un homme gentil et silencieux d'une 50aine d'années, avec des photos de ses petits-enfants scotchés à l'intérieur de son casier. Je prenais toujours soin de le saluer, de lui demander des nouvelles de sa famille, de le traiter comme une personne, pas comme un élément de l'infrastructure du bâtiment. Dans un monde de murs de verre, les personnes qui détenaient les vraies clés étaient celles qui les nettoyaient. Il m'a vu et son visage s'est fendu d'un sourire inquiet. « Madame Quinn, j'ai entendu que vous aviez eu un accident. Vous devriez vous reposer. » « J'essaie, Hector, ai-je dit. Mais il semble que j'ai un problème. Ma carte ne fonctionne pas et j'ai laissé mon ordinateur portable dans mon appartement. J'ai une échéance urgente pour Monsieur North. Je détestais lui mentir, mais les enjeux étaient trop élevés. Y a-t-il un moyen que vous puissiez me laisser entrer à l'étage des analystes pour quelques minutes seulement? J'ai juste besoin d'accéder à un terminal. Il a hésité, un conflit se jouant sur son visage. On n'est pas censé. Je sais, ai-je dit doucement. Mais ils m'ont mis sur un projet pour la fusion. Ils m'écorcheront vif si je rate cette échéance. Il a regardé mes béquilles, l'épuisement sur mon visage, et sa gentillesse l'a emporté. D'accord, a-t-il dit en sortant un laissez-passer d'invité de sa poche. Juste pour quelques minutes. Je serai à cet étage. Je garderai un œil. Il m'a fait passer par l'ascenseur de service. La montée a été silencieuse. Quand les portes se sont ouvertes au 34e étage, le département de l'intelligence des risques était presque vide. Les lumières étaient tamisées, le vaste espace ouvert bourdonnant du faible vrombissement des serveurs.
C'était mon royaume, et j'en étais maintenant une intruse. Je ne suis pas allé à mon propre bureau. Je suis allé au box vide d'un analyste junior dans le coin le plus éloigné, un endroit sans ligne de vue directe depuis l'entrée principale. Je me suis glissé dans la chaise, le confort ergonomique familier, un étrange réconfort. Le laissez-passer d'invité ne me permettrait pas de me connecter au réseau principal, mais ce n'était pas nécessaire. Je n'avais pas besoin de leur réseau. J'avais besoin d'un terminal avec accès à mon serveur hors site. J'ai démarré une interface en ligne de commande, mes doigts se déplaçant par mémoire musculaire. Le texte vert a vacillé pour s'animer sur l'écran noir. Je me suis connecté à mon clone de données privées, la copie impeccable des enregistrements de Cobalt Finch. Cette fois, je savais exactement ce que je cherchais. Le grand livre de l'ombre est apparu sur mon écran, non pas comme un schéma complexe, mais comme une liste simple et accablante. Chaque transaction, chaque remise de 4,9%, chaque paiement acheminé vers le réseau de fournisseurs fantômes. J'ai filtré les noms des fournisseurs. Une matrice claire est apparue. BV Logistique, BV Consulting, BV Supply Company. Le préfixe « BV » était l'indice, le petit détail de branding paresseux que les criminels utilisent si souvent. C'était Braceline Venture se cachant à la vue de tous. C'était la preuve. C'était le pistolet encore fumant. Mes actions sont devenues précises, mécaniques. J'ai pris une série de captures d'écran haute résolution, capturant chaque ligne du grand livre de l'ombre, chaque identifiant de transaction, chaque numéro de routage qui menait à Royce. Je les ai compilés dans un seul fichier. Puis j'ai utilisé un utilitaire cryptographique pour générer un hachage SHA 256 du fichier. Il a créé une chaîne alphanumérique unique de 64 caractères, une empreinte digitale. Si même un seul pixel dans les captures d'écran était un jour modifié, le hachage changerait complètement. C'était une preuve irréfutable de l'existence des preuves à ce moment précis. J'ai signé numériquement le fichier avec ma propre clé privée et je l'ai horodaté en utilisant un serveur tiers de confiance. Je créai une capsule temporelle numérique, une pilule empoisonnée. J'ai envoyé par email le fichier verrouillé et horodaté à mon adresse anonyme privée. Puis je me suis déconnecté, j'ai effacé mon activité locale du terminal et je me suis levé. J'étais à l'intérieur depuis moins de 15 minutes. Hector passait la serpillière près des ascenseurs, le dos tourné à moi. « Merci, Hector », ai-je chuchoté en passant devant lui. Il a simplement hoché la tête, sans se retourner. De retour dans le hall stérile, j'ai sorti mon téléphone. J'ai ignoré les appels manqués de ma sœur et les textos de Royce exigeant de savoir ce que je faisais. J'ai ouvert l'application horloge et j'ai réglé une nouvelle alarme. J'ai choisi une sonnerie numérique simple et stridente. L'heure était réglée sur 9 heures, lundi, le début prévu de la réunion d'urgence du conseil d'administration que j'avais demandé, le point de non-retour. Le texto est arrivé le samedi après-midi. Une seule notification stridente sur l'écran verrouillé de mon téléphone. C'était d'un numéro que je n'avais pas supprimé, mais que je ne m'attendais plus à voir. Ma sœur, Tessa. On peut parler? Je m'inquiète pour toi. Retrouve-moi au Delanaise dîner ce soir, à 19 heures. Le message était une pièce de fiction soigneusement élaborée. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait de ce que je pourrais faire. Le choix du lieu était un calcul stratégique. Delanaise était une relique, un havre de paix ouvert 24h24 avec des banquettes en vinyle craquelé et des néons qui bourdonnaient du son de décennies de secrets banals. C'était un terrain neutre, assez public pour éviter une scène, assez privé pour une conversation chuchotée et laide. C'était l'endroit parfait pour une embuscade déguisée en branche d'olivier. Je savais que je ne devrais pas y aller, mais je savais aussi que je devais le faire. C'était un mouvement sur l'échiquier, et je ne pouvais pas me permettre de la laisser le faire sans contre-attaque. Avant de répondre, j'ai passé un appel à un homme nommé Julian Croft. C'était un journaliste technologique indépendant, affamé et brillant, avec une réputation pour révéler des histoires qui faisaient démissionner des PDG. Nous avions une relation professionnelle basée sur une poignée de tuyaux soigneusement sélectionnés et anonymes que je lui avais donnés au fil des ans. Je faisais plus confiance à sa discrétion qu'à ma propre famille. « Julian, ai-je dit, j'ai une histoire pour toi, mais tu devras la mériter. » Delanaise dîner, 19 heures. Banquette dans le coin du fond. Commande un café, regarde ton téléphone et écoute. Ma réponse à Tessa a été un simple « d'accord ». Je suis arrivé à 19h05, délibérément avec 5 minutes de retard.
Je voulais qu'elle soit installée, qu'elle soit celle qui attendait. Le restaurant sentait le café rassis, la graisse grésillante et la légère odeur sucrée de sirop d'érable. Tessa était exactement là où je m'y attendais, dans une banquette près de la fenêtre, un verre d'eau perlé de condensation devant elle. Elle était arrivée tôt. Elle portait un pull en cachemire de couleur crème qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses cheveux étaient parfaits. Son maquillage était impeccable. Alors que je me glissais maladroitement dans la banquette en face d'elle, les béquilles une tierce partie gênante dans nos retrouvailles, son parfum m'a envahi. C'était un parfum de créateur, cher et écœurant, un floral suffocant et sucré qui semblait aspirer l'air de la banquette. Mara, a-t-elle dit, sa voix une performance douce et étudiée d'inquiétude. Tu as l'air fatiguée. J'ai été occupé, ai-je dit en posant mon téléphone face contre la table en formica. Une serveuse est venue et j'ai commandé un café noir. Tessa a joint ses mains parfaitement manucurées sur la table. Écoute, à propos de ce jour-là, quand tu es rentré, c'était juste un choc. Royce était stressé par la fusion. On ne réfléchissait pas clairement. Je suis désolé. L'excuse était une coquille vide, offerte avec le même investissement émotionnel qu'un communiqué de presse d'entreprise. On veut que tu rentres à la maison. Signe juste les papiers pour le travail, mets tout ça derrière toi. Ensuite, tu pourras revenir. On pourra redevenir une famille. Elle a fait glisser une épaisse enveloppe de format commercial sur la table. Elle a atterri à côté de la salière avec un bruit sourd et lourd. Elle n'était pas scellée. Je pouvais voir les bornettes de billets de $100 qui dépassaient. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé, ma voix neutre. Pour ta convalescence, a-t-elle dit, comme si les mots eux-mêmes étaient une gentillesse. Kinésithérapie, une nouvelle voiture, tout ce dont tu as besoin. Royce se sent terriblement mal pour tout ce que tu traverses. J'ai regardé de l'enveloppe à son visage parfaitement composé. Il n'y avait pas de pitié dans ses yeux, seulement une attente tendue et cassante. Elle était une messagère, livrant un colis qu'elle espérait que j'étais assez désespéré pour accepter. Je n'ai pas touché l'argent. J'ai laissé le silence s'étirer, laissant le faible bourdonnement du restaurant remplir l'espace entre nous. J'ai regardé son sang-froid commencer à s'effriter sur les bords, son sourire se crispant juste une fraction. Braceline devient nerveux, ai-je demandé, ma voix calme, presque conversationnelle. L'effet a été instantané. Ce n'était pas une grande réaction théâtrale, mais quelque chose de petit et de bien plus révélateur, une lueur dans ses yeux, une immobilité soudaine de ses mains. Le masque poli de l'inquiétude fraternelle s'est fissuré, et pendant un instant, j'ai vu le calcul brut et paniqué en dessous. Elle s'était figée. Elle s'est rapidement reprise, forçant un rire léger et tintant qui ressemblait à du verre brisé. Braceline? De quoi parles-tu? C'est la petite entreprise secondaire de Royce. Qu'est-ce que ça pourrait bien avoir à voir avec quoi que ce soit? Sa condescendance était un bouclier, mais je pouvais voir la peur derrière. Je ne sais pas, ai-je dit en prenant mon téléphone. Peut-être que ça a à voir avec leur contrôle qualité. J'ai retourné le téléphone et j'ai tapoté l'écran. Je n'ai pas eu besoin de monter le volume. La vidéo elle-même était silencieuse, accablante. J'ai incliné l'écran pour qu'elle seule puisse le voir. L'autoroute pluvieuse, l'éblouissement des phares du semi-remorque, et la minuscule lueur presque imperceptible du voyant d'avertissement de frein rouge sur mon tableau de bord. 0,7 secondes avant la rotation. J'ai regardé son visage. J'ai regardé le sang le quitter, laissant sa peau de la couleur de son pull crème. J'ai regardé ses lèvres parfaitement peintes s'entr'ouvrir alors qu'elle prenait une inspiration brusque et silencieuse. Ses yeux, écarquillés d'une horreur enfin, heureusement, sincère, étaient rivés sur la vidéo en boucle. Le bouclier de sa condescendance s'était brisé. Comment, a-t-elle chuchoté, sa voix une chose brute et brisée. La voiture était une épave. C'est incroyable ce qu'on peut trouver quand on sait où chercher, ai-je dit en reposant le téléphone. Elle a détourné le regard de moi, vers la circulation qui passait. Son profil, une silhouette austère contre la lueur néon de l'enseigne du restaurant. Pendant un long moment, elle n'a rien dit. Quand elle a finalement parlé, sa voix était un plaidoyer chuchoté et désespéré. Tu ne comprends pas, Mara. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques. C'est plus grand que Royce, plus grand que sa stupide entreprise. Il y a d'autres personnes impliquées, des gens que tu ne veux pas contrarier. J'ai pris une lente gorgée de mon café. Il était amer et chaud.
Sont-ce les mêmes personnes qui ont mis un étrier de frein défectueux dans ma voiture? Tessa a tressailli comme si je l'avais frappée. Ça ne devait pas se passer comme ça, a-t-elle balbutié, ses mots sortant dans une précipitation paniquée. C'était juste un rappel, un lot défectueux. Royce devait s'en occuper. Il devait changer les pièces avant même que les voitures ne quittent le parking. C'était juste une erreur. Une erreur. Ils avaient joué avec ma vie pour protéger leur argent sale, et elle appelait ça une erreur. La résolution froide en moi s'est durcie en quelque chose d'incassable. Je lui ai adressé un petit sourire triste. J'en comprends assez, ai-je dit, ma voix coupant sa panique. J'en comprends assez pour ne pas signer. J'ai sorti un billet de $20 de la poche de mon manteau. En le posant sur la table, c'était plus qu'assez pour couvrir mon café et son eau. J'ai commencé le processus maladroit de sortir de la banquette, mes béquilles cliquetant contre le pied de table en métal. En me levant, je me suis stabilisé, mon poids sur ma bonne jambe. Tessa me regardait, son visage un masque d'incrédulité et de terreur. J'ai tourné la tête juste assez pour regarder vers le coin du fond du restaurant où Julian Croft était assis, son téléphone reposant maintenant sur sa table, toute son attention sur nous. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. Puis j'ai élevé la voix, non pas en criant, mais en projetant avec une certitude froide et claire qui a traversé le faible bourdonnement du restaurant. Je me suis assuré que les gens dans les banquettes environnantes, y compris le journaliste, pouvaient entendre chaque mot. Pour mémoire, ai-je dit en regardant directement ma sœur, cet accident sur l'autoroute Ravenline, ce n'était pas une erreur de conduite. Je n'ai pas attendu de réaction. Je me suis retourné et j'ai commencé la lente et délibérée marche vers la sortie. J'ai laissé l'épaisse enveloppe d'argent du silence sur la table. J'ai laissé ma sœur assise seule sous l'éblouissement fluorescent. J'ai laissé la note pour la serveuse. Et j'ai laissé Julian Croft avec la première ligne d'une histoire qui était sur le point de faire s'effondrer leur monde entier. La salle du conseil d'administration au 43e étage était un théâtre du pouvoir. C'était une pièce longue et froide, dominée par une seule plaque d'obsidienne noire qui servait de table. Des baies vitrées du sol au plafond d'un côté offraient une vue panoramique divine de la ville, qui s'éveillait encore sous un ciel matinal pâle. L'air était refroidi à une température précise, sentant légèrement l'ozone et le cuir coûteux. À la tête de la table, une petite plaque gravée au laser indiquait « Mara Queen, intelligence des risques ». C'était la seule chose dans la pièce qui suggérait que j'y avais ma place. Je suis arrivé à 8h55. Chaque tapotement de mes béquilles sur le sol en marbre poli était une intrusion délibérée dans le silence quasi cathédral. Les membres du conseil étaient déjà réunis, une collection d'hommes et de femmes en costumes discrets et coûteux, leur visage un mélange d'impatience et de curiosité polie. C'étaient des titans de l'industrie, des capital risqueurs et des actionnaires historiques. Et j'étais l'analyste brisé qui retardait leur paiement d'1 milliard de dollars. J'ai vu Caleb North au bout de la table, son expression un masque soigneusement neutre. À côté de lui, Everett Hale avait l'air vif, énergique, un prédateur qui pouvait déjà sentir le goût de la mise à mort. Il m'a adressé un sourire serré et condescendant alors que je me manœuvrais dans ma chaise désignée. C'était un sourire qui disait « La plèbe est arrivée. Nous pouvons commencer ». À 9h précises, le projecteur holographique au centre de la table a vacillé pour s'animer. Les lumières se sont tamisées automatiquement. Le spectacle commençait. Everett s'est levé, ses mouvements fluides et confiants. C'était un artiste accompli. « Bonjour à tous », a-t-il commencé, sa voix douce et résonnante. Nous sommes ici aujourd'hui pour la signature finale de ce que je crois être une acquisition transformatrice pour Westmore. Je tiens à remercier Mara en particulier pour sa diligence pendant ce qui, je le sais, est une période difficile pour elle personnellement. Les mots étaient une tape publique sur la tête, conçue pour me présenter comme une employée loyale, bien que légèrement endommagée, qui ferait ce qu'on lui dirait. Il a cliqué sur une télécommande. L'écran derrière lui s'est allumé avec la première diapositive. C'était un beau graphique ascendant, une ligne verte vibrante grimpant vers un champ bleu ciel de bénéfices projetés. Le titre était simple, profil de risque, acceptable. Pendant les 10 minutes suivantes, Everett les a guidés à travers un fantasme. Il a présenté les données aseptisées, les résumés propres, les rapports approuvés par les auditeurs. Il a parlé de synergie et de prise de marché, de mise à profit des actifs et de maximisation de la valeur pour les actionnaires. Ces diapositives étaient une mer de graphiques verts apaisants et bleus optimistes, tous orientés vers le haut et vers la droite. Il a brossé le tableau d'une entreprise,
Cobalt Finch, qui n'était pas seulement saine, mais immaculée, une mariée parfaite attendant à l'hôtel de l'acquisition. Et donc, a-t-il conclu, arrivant à sa dernière diapositive, qui montrait les logos de Westmore et de Cobalt Finch fusionnant. Avec un profil de risque dans nos paramètres acceptables, la seule étape restante est la vérification finale de l'intégrité des données. Mara. Il s'est tourné vers moi, son sourire plein d'attente. Tous les yeux dans la pièce se sont tournés dans ma direction. Le silence était absolu, un poids lourd et écrasant. C'était mon signal. C'est là que je devais hocher la tête, appuyer sur un bouton et les rendre tous plus riches. J'ai pris une lente inspiration. Je n'ai pas regardé Everett. J'ai regardé Caleb, puis j'ai méthodiquement croisé le regard de chaque membre du conseil autour de la table. Je ne peux pas approuver la vérification, ai-je dit, ma voix ferme et claire, coupant le silence comme un scalpel. Je refuse ma signature. Un bruissement collectif, une inspiration, a parcouru la pièce. Le sourire d'Everett a disparu, remplacé par un éclair de fureur brute. Caleb s'est penché en avant, ses mains jointes sur la table de marbre. Mara, a-t-il dit, sa voix dangereusement calme. Pourriez-vous s'il vous plaît expliquer votre position? Ma position, ai-je dit, sortant une petite tablette de mon sac et la connectant au projecteur principal de la pièce, et que les données qui vous ont été montrées sont une fiction. Mon analyse, menée sur une copie impeccable et non traitée des données sources, a révélé un grand livre secondaire non divulgué et actif au sein des finances de Cobalt Finch. Everett s'est levé d'un bond. C'est une accusation sans fondement et incroyablement irresponsable. Nos auditeurs. Vos auditeurs ont vu les données que vous vouliez qu'ils voient, ai-je dit, sans quitter le conseil des yeux. J'ai tapoté ma tablette. La belle diapositive verte d'Everett a disparu, remplacée par le noir et le vert austère de ma propre interface. J'ai trouvé les données que vous avez cachées. Sur l'écran principal, un réseau complexe de transactions a fleuri. C'était une visualisation du modèle de remise de 4,9%. Au cours des 18 derniers mois, ai-je expliqué, ma voix le ton impartial d'une analyste présentant ses conclusions, Cobalt Finch a systématiquement siphonné des fonds par le biais d'un système récurrent de remise pour maintenance accélérée. Les paiements sont acheminés par une série de fournisseurs tiers, qui, après un examen plus approfondi, sont tous des sociétés écrans. J'ai de nouveau tapoté l'écran. Le réseau s'est résolu en une seule ligne épaisse de flux de trésorerie. Le principal bénéficiaire de ces fonds, ai-je poursuivi, est un sous-traitant logistique nommé Braslin Venture. J'ai laissé le nom flotter dans l'air un instant. Puis, d'un autre tapotement, j'ai révélé la destination finale des fonds. L'argent ne s'arrêtait pas à Braslin. Il était acheminé par une série de transferts soigneusement structurés vers une entité finale, une société de portefeuille. Braslin Venture achemine ensuite les paiements vers une société mère, une entité nommée Arrow. J'ai fait une pause, levant la tête. J'ai regardé au-delà des membres du conseil, au-delà de Caleb, et directement dans l'objectif circulaire et sombre de la caméra de conférence à l'autre bout de la pièce, la caméra qui diffusait cette réunion aux parties prenantes enregistrées, la caméra que je savais que Tessa pourrait regarder. Point Arrow et compagnie, ai-je dit, ma voix baissant légèrement mais ne perdant rien de sa précision, est une société de portefeuille privé dont le propriétaire majoritaire est Monsieur Royce Barrett. La pièce a éclaté en une cacophonie de chuchotements étouffés et frénétiques. Le nom ne signifiait rien pour la plupart d'entre eux, mais l'implication était claire. Je venais d'alléguer un système de blanchiment d'argent de plusieurs millions de dollars que le directeur financier avait commodément omis de mentionner. Caleb a levé une main, faisant taire la pièce. Son visage était pâle. Mara, a-t-il dit, sa voix tendue. C'est une affirmation très grave. Avez-vous des preuves sources pour la soutenir? Oui, ai-je dit. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre sur ma tablette. En 2 tapotements, j'ai envoyé un fichier signé numériquement et horodaté à la boîte de réception sécurisée du secrétaire de la société. Vous venez de recevoir un paquet crypté, nom de code Raven. Il contient les journaux de transactions complets et non altérés, les enregistrements des sociétés écrans et les documents de propriété de Arrow Echo. C'est un dossier médico-légal complet de la fraude. C'est scandaleux. A crié Everett, son visage rouge et marbré. Elle est en congé de maladie, sous analgésique. Ce sont des données fabriquées, une fiction créée par une employée mécontente pour saboter l'accord le plus important de l'histoire de cette entreprise. Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement tapoté à nouveau ma tablette. L'écran a changé.
Il affichait maintenant une vue fractionnée. À gauche, l'email d'Everett à mon intention, celui avec la seule ligne menaçante, « Tu es un maillon de la chaîne, Mara. Ne sois pas celui qui se brise ». À droite, le journal du serveur de sécurité informatique montrant la révocation de mon accès d'entreprise moins d'1 heure après ma demande formelle de la période d'examen de 72 heures, avec l'ordre de révocation provenant du propre compte de direction d'Everett AI. Voici un email que j'ai reçu de M. À hier, me pressant de signer sans effectuer mon examen standard, ai-je dit calmement. Et voici le registre de son blocage d'accès au système lorsque j'ai refusé. Si les données étaient propres, pourquoi bloquer mon accès? Si le risque était acceptable, pourquoi cette précipitation pour obtenir ma signature? Le silence qui a suivi était différent. C'était un silence lourd, froid et accablant. Les chuchotements avaient cessé. Les membres du conseil ne me regardaient plus. Ils regardaient tous Everett AI, qui se tenait figé, son visage un masque d'horreur naissante. Il avait été pris, non seulement dans la fraude, mais dans la dissimulation. Arthur Vance, le conseiller juridique en chef de l'entreprise, s'est raclé la gorge, le son anormalement fort. À la lumière de la présentation de Madame Quinn, a-t-il dit, ces mots lents et délibérés, je dois fortement conseiller au conseil de suspendre immédiatement le processus d'acquisition en attendant une enquête interne complète. De plus, ces preuves suggèrent des violations potentielles de la règle 10b5 de la SEC concernant une conduite frauduleuse en relation avec l'achat ou la vente de titres. Nous avons une obligation légale et fiduciaire d'agir. La partie était terminée. Je n'avais pas seulement présenté des données. J'avais donné au conseil la seule chose qu'ils appréciaient par-dessus tout, un bouclier juridique. En exposant la fraude avant la conclusion de l'accord, je les avais sauvés d'une responsabilité juridique et financière catastrophique. Je les avais sauvés d'eux-mêmes. J'ai jeté un dernier coup d'œil à ma tablette. L'interface de la clé de séquestre de conformité était à l'écran. C'était une interface simple et austère. 2 grands boutons virtuels, approuver et refuser. Mon doigt a plané au-dessus de l'écran. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, j'ai appuyé mon pouce sur le bouton rouge, refuser. Un message de confirmation est apparu sur l'écran principal pour que tous le voient. Acquisition interrompue. Veto de conformité du fondateur invoqué. J'ai levé la voix. Je n'ai fait aucun appel émotionnel. J'ai simplement présenté la vérité. Et la vérité, il s'est avéré, était une chaîne bien plus grande que celle qu'Everett AI avait tenté d'enrouler autour de moi. J'étais devenu le maillon qui a tenu pendant que le sien s'était complètement brisé. Les retombées de la réunion du conseil d'administration n'ont pas été une tempête, mais un silence soudain et troublant. La société était entrée dans un état d'animation suspendu. Everett AI était parti, son accès révoqué si rapidement que son fantôme numérique résonnait encore dans les journaux de serveurs. Caleb avait envoyé un seul email laconique, ne parlez à personne. Préservez tout. Le monde que j'avais sauvé retenait maintenant son souffle, et j'avais été renvoyé dans mon appartement d'entreprise anonyme pour attendre les répliques. Elles sont arrivées ce soir-là. Le coup à ma porte n'était pas un léger tapotement. C'était un bruit sourd et insistant, le son de jointures habituées à obtenir ce qu'elles veulent. Je n'attendais personne. J'ai boité jusqu'à la porte, ma main planant au-dessus du pêne dormant. Le Judas a révélé une vue déformée en fiché du visage de Royce Barrett, ses traits tendus d'une rage froide et contrôlée. Il m'attendait. Il m'avait trouvé. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai déverrouillé la porte et je l'ai ouverte juste assez pour bloquer l'entrée avec mon corps et une béquille. Il se tenait dans le couloir stérile et éclairé au néon, un monolithe de vêtements coûteux et de violence à peine contenu. Il avait l'air absurdement déplacé, un loup dans une bergerie. « Tu es en train de tout détruire » a-t-il dit, sa voix un grondement bas et dangereux. Il n'a pas dit bonjour. Il n'a pas demandé comment j'allais. Il est allé droit au bilan. « Tu es en train de mettre le feu à toute l'entreprise. » Tout ça pourquoi? Un peu de rancune? Je n'ai rien dit. À la place, j'ai sorti mon téléphone de la poche de mon jean et j'ai fait glisser l'écran. J'ai tapoté l'application d'enregistrement vocal et le point rouge a pulsé pour s'animer. Je ne l'ai pas caché. J'ai tenu le téléphone entre nous, le microphone pointé directement sur son visage. Le geste était délibéré, une déclaration publique que notre conversation était maintenant enregistrée. Royce, ai-je dit, ma voix aussi stérile que le couloir qui nous entourait. Soyons précis.
Peux-tu expliquer pourquoi Braslin Venture a reçu le paiement intégral pour des expéditions de composants à Cobalt Finch 30 jours avant que les jalons d'acceptation contractuelle ne soient atteints? Mes données montrent un schéma cohérent de facturation prématurée. J'aimerais beaucoup entendre la justification commerciale de cela. Son visage, qui avait été un masque de colère contrôlée, s'est contorsionné. La nature technique spécifique de la question l'avait frappé comme un coup physique. Je ne faisais pas de vagues accusations. Je lui citais son propre manuel de jeu. Il a fait un pas en avant, sa masse me forçant à reculer dans mon appartement. « Tu te crois si intelligente ?» a-t-il sifflé, sa main se levant pour agripper sa propre mâchoire, ses jointures blanches de pression. C'était un geste étrange et auto-punitif, comme s'il se retenait physiquement de se jeter sur moi. « Jouer avec tes petits fichiers informatiques. Tu n'as aucune idée de qui tu es. Tu n'es rien. Tu es une enfant qui joue avec une arme chargée. Réponds juste à la question sur les factures, Royce. » Soudain, une autre silhouette est apparue de l'escalier au bout du couloir. C'était Tessa. Elle était en piteux état, un contraste saisissant avec sa performance soignée au restaurant. Son mascara avait coulé, laissant des taches sombres et meurtries sous ses yeux cerclés de rouge. Ses cheveux parfaits étaient en désordre, comme si elle y avait passé les mains pendant des heures. Elle s'est précipitée en avant, ses talons claquant frénétiquement sur le linoléum. « Mara, s'il te plaît » a-t-elle supplié, sa voix se brisant. Elle s'est arrêtée à côté de Royce, formant un front uni et désespéré. « Arrête ça. Appelle-les. Dis-leur que tu as fait une erreur, que tu as mal interprété les données. Ensuite, signe les papiers. Si tu signes juste les papiers, on peut tous s'en sortir. On peut s'échapper. » S'échapper. Le mot était si parfaitement, si venimeusement révélateur. Il ne demandait pas une trêve. Il demandait une issue de secours, et il s'attendait à ce que je la construise pour eux. J'ai baissé les yeux, lentement et délibérément, sur mon propre corps. J'ai regardé l'épaisse attelle médicale blanche qui entourait mon genou, les ecchymoses violettes et furieuses qui marbraient encore mon tibia. J'ai regardé la béquille sur laquelle je m'appuyais si lourdement qu'elle me semblait faire partie de mon propre squelette. Puis j'ai relevé les yeux vers le visage strié de larmes de ma sœur. « S'échapper de qui, Tessa ?» ai-je demandé, ma voix dangereusement douce. « S'échapper de quoi ? De ça ?» J'ai fait un geste de la main libre vers ma jambe blessée. « Ou s'échapper de la vérité ?» Royce a perdu le contrôle. Ce fut une défaillance systémique complète de sa façade soigneusement construite. La rage qu'il avait contenue a explosé, son visage devenant d'un rouge sombre et dangereux. « La vérité » a-t-il beuglé, sa voix résonnant dans le couloir étroit. « La vérité, c'est que personne n'aurait même remarqué ce frein si tu n'étais pas allé fouiller. » C'était un rappel mineur, une erreur de transcription. Ça ne signifiait rien jusqu'à ce que tu décides d'en faire quelque chose. Le monde s'est arrêté. L'air dans le couloir semblait se cristalliser. Les yeux de Tessa se sont écarquillés d'horreur, sa main volant à sa bouche. Il l'avait fait. Dans sa rage, dans sa certitude arrogante qu'il était intouchable, il avait avoué. Il n'avait pas seulement admis connaître la pièce défectueuse. Il avait admis connaître ma pièce défectueuse. Il avait relié son entreprise, le rappel et mon accident en une seule phrase courte, furieuse et irrévocable. Je l'ai regardé. La rage dans mon propre cœur, qui avait été un diamant dur et froid pendant des jours, s'est simplement évaporée. Elle a été remplacée par une clarté profonde et glaçante. Je n'étais plus une victime confrontant son agresseur. J'étais une procureure qui venait d'entendre un aveu enregistré. « Merci, Royce » ai-je dit, ma voix dépourvue de toute émotion. C'est une admission directe de connaissance préalable d'une défaillance critique d'un composant. J'apprécie que vous ayez clarifié cela pour mémoire. J'ai légèrement incliné mon téléphone, un geste pour montrer que chaque mot avait été capturé. Royce m'a regardé, la bouche légèrement bée, le poids catastrophique de son erreur lui apparaissant enfin. Il ressemblait à un homme qui venait de regarder sa propre maison brûler parce qu'il avait été celui qui avait allumé l'allumette. À ce moment précis, un carillon a retenti de mon téléphone. Il était fort et aigu dans le silence tendu. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Une notification par email était apparue sur l'écran verrouillé. Les premières lignes visibles pour nous tous. De Arthur Vance, avocat général, Westmore Analytics. Objet, demande formelle de préservation des preuves. Mara,
cet email sert d'instruction légale formelle pour préserver tous les documents, données et enregistrements l'IA. Avant que je puisse même finir de le lire, une deuxième notification a glissé juste en dessous. 2. Agent spécial Davis, division des crimes financiers. Objet, demande de réunion, Westmore Cobalt Finch. Madame Quinn, nous aimerions fixer un rendez-vous pour parler avec vous dès que possible concernant les informations que votre entreprise vient de. J'ai levé les yeux de l'écran lumineux. J'ai regardé le visage de Royce, maintenant cendré et flasque de choc. J'ai regardé Tessa, qui pleurait ouvertement, son corps tremblant. Le pouvoir dans le couloir avait changé si complètement, si absolument, c'était presque une force physique. Il n'appartenait plus à leur argent, à leur menace ou à leur autorité fabriquée. Le pouvoir était maintenant à moi, soutenu par tout le poids du droit des sociétés et de l'application de la loi fédérale. La machinerie silencieuse et invisible de la justice commençait à tourner, et ils avaient été pris dans les engrenages. J'ai fait un pas en arrière, tirant ma porte avec moi. Le bois lourd a commencé à se refermer, fermant l'espace entre mon monde et le leur. À partir de maintenant, ai-je dit, ma voix calme et finale alors que l'écart se rétrécissait, vous pouvez parler à mon avocat. J'ai fermé la porte juste au moment où Tessa a laissé échapper un sanglot étranglé. Je ne l'ai pas claqué. Je l'ai simplement fermé. Le loquet s'enclenchant avec un son silencieux et définitif. J'ai appuyé mon dos contre le bois, les vibrations de leur présence de l'autre côté, un tremblement faible et pathétique. Puis je me suis retourné et j'ai verrouillé le pen dormant. Le glissement de l'acier lourd dans son logement, le dernier son de mon ancienne vie, et le premier son de ma nouvelle. Le processus juridique, une fois enclenché, se déplace avec la vélocité brutale et impersonnelle d'un train de marchandises. Il n'y a pas d'émotion, seulement de l'élan. Les heures et les jours qui ont suivi la réunion du conseil d'administration ont été un flot de communications officielles, chacune un tremblement se propageant depuis l'épicentre que j'avais créé. Mardi, 10h30, Westmore Analytics a publié un communiqué de presse officiel. C'était un chef-d'œuvre de gestion de crise d'entreprise, rédigé dans un langage d'une neutralité calculée. Pour diffusion immédiate, Westmore Analytics annonce le report de l'acquisition de Cobalt Finch en attendant un examen interne. Le communiqué annonçait une suspension temporaire du processus d'acquisition pour mener un examen complet des protocoles de conformité d'un fournisseur auxiliaire. Le langage était précis, stérile et ostensiblement anonyme. C'était un seul coup net, tiré directement sur Bracelin Venture sans jamais mentionner son nom. Le marché a réagi instantanément. L'action, WMA, a chuté de 4% à l'ouverture, une réaction instinctive au mot « report ». Mais ensuite, Caleb North a tenu une conférence téléphonique d'urgence avec les investisseurs. Il n'était pas sur la défensive. Il était triomphant. Il a parlé de contrôles internes robustes, d'une culture de la responsabilité et d'un processus de conformité qui avait fonctionné exactement comme prévu. Il a présenté le désastre non pas comme un échec de la diligence raisonnable, mais comme son succès ultime. À midi, l'action avait non seulement récupéré, mais avait grimpé de 2 points. Caleb avait vendu l'histoire, et le marché l'avait acheté. L'histoire, c'était moi. J'étais le système qui fonctionnait. Mon téléphone est devenu un champ de bataille silencieux. Mon journal d'appel a enregistré 13 appels entrants de Royce Barrett sur une période de 4 heures. Chacun était un cri numérique désespéré et sans réponse. 11h02, Royce Barrett. 11h05, Royce Barrett. 11h21, Royce Barrett. Les appels ont continué, frénétiques au début, puis espacés, chacun un témoignage de sa certitude qui s'effritait. J'ai regardé l'écran s'allumer avec son nom et je n'ai rien ressenti d'autre que la satisfaction froide d'une porte fermée. Mon silence était la réponse. Mon silence était le mur qu'il ne pouvait plus franchir. En fin d'après-midi, une notification différente est apparue. Un mémo vocal de Tessa. Il durait 1 minute, mais le message lui-même ne durait que quelques secondes. J'ai appuyé sur lecture et j'ai tenu le téléphone à mon oreille. Le premier son était une respiration étranglée et saccadée. Mara. Je suis désolé, sa voix était un murmure brisé, dépouillé de tout son artifice et de sa condescendance. C'était le son d'une personne qui avait tout perdu. Les mots étaient suivis de 10 secondes de sanglots saccadés, puis d'un son distinct et lourd. Le bruit sourd et final d'une porte en bois qui se ferme. Et puis 30 secondes de silence absolu et ininterrompu. L'enregistrement s'est terminé. Elle n'avait pas raccroché. Le silence était le message.
C'était le son de son monde qui s'achevait. La victoire suivante était personnelle. Un email est arrivé d'un expert en sinistre senior de ma compagnie d'assurance automobile. Objet, réclamation AC 774B39, renversement de la conclusion. Chère Madame Quinn, à la lumière de nouvelles preuves qui nous ont été fournies, y compris un bulletin de service technique du fabricant concernant un rappel de composants et les données correspondantes de l'enregistreur de données d'événements de votre véhicule, que nous avons maintenant extraites avec succès, nous renversons formellement notre conclusion initiale d'erreur de conduite. Votre réclamation a été rouverte et sera traitée comme une défaillance de composants complète. Un rapport complet vous sera envoyé par la poste. Nous nous excusons pour tout inconvénient que notre évaluation initiale a pu causer. J'ai lu l'email 3 fois. Ils avaient les données de l'écu. Ils avaient l'avis de rappel. Le dossier officiel reflétait maintenant la vérité que j'avais sentie dans mes os. La voiture avait échoué, pas moi. C'était une petite et silencieuse justification au milieu d'un tremblement de terre d'entreprise, mais elle semblait aussi importante que n'importe quel cours de l'action. C'était ma vérité, notariée. L'explosion publique a eu lieu le mercredi matin. Elle est apparue sur la page d'accueil d'Apex Digital, le journal technologique en ligne pour lequel Julian Croft écrivait. Le titre était une bombe. Remise fantôme, à l'intérieur des données qui ont stoppé la fusion Westmore-Cobalt. Mon terme. Il avait utilisé mon terme. C'était un signal, un message clair et délibéré à quiconque prêtait attention que la source de la fuite n'était pas un employé mécontent au hasard, mais l'architecte de la découverte elle-même. L'article était un chef-d'œuvre médico-légal. Il exposait le système de remise de 4,9%, le réseau de sociétés écrans et le rôle de Braslin Ventures. Il ne me nommait pas, faisant seulement référence à une analyste de risque senior et l'architecte du système propriétaire de Westmore, Blackline Sentinel. C'était suffisant. L'article était une démolition précise et contrôlée du récit de Royce et d'Everett. Les conséquences internes à Westmore ont été rapides. Un email à l'échelle de l'entreprise a été distribué depuis le bureau de Caleb North juste avant le déjeuner. Il était bref et brutal. Avec effet immédiat, Everett a été placé en congé administratif en attendant les résultats d'une enquête indépendante complète sur le processus de diligence raisonnable de Cobalt Finch. Le conseil d'administration a pleine confiance en notre division d'intelligence des risques. Moins d'une heure plus tard, l'email de la chaîne d'Everett à mon intention a commencé à circuler en interne, fuyant de personne en personne comme de la contrebande. C'était le clou dans son cercueil, la preuve de sa tentative d'intimidation et d'obstruction. Il n'était plus un directeur financier en pleine ascension. Il était un passif, et l'entreprise le larguait. La dernière pièce du puzzle est arrivée dans ma boîte de réception le jeudi matin. C'était une notification officielle du secrétaire du conseil d'administration. Avis de réunion supplémentaire du conseil d'administration. Une réunion supplémentaire du conseil d'administration de Westmore Analytics a été programmée pour le lundi 20 octobre à 9 h. L'ordre du jour sera limité au point suivant, présentation des conclusions de l'examen interne préliminaire. Vote formel sur la résiliation de l'accord d'acquisition de Cobalt Finch. Discussion sur les changements de personnel de direction et la restructuration du comité de surveillance de la conformité. La guerre était finie. L'ordre du jour ne portait pas sur la question de savoir s'il fallait continuer. Il s'agissait de savoir comment nettoyer les décombres et punir les coupables. Il ne se contentait pas de me croire sur parole. Il restructurait l'entreprise autour des principes pour lesquels je m'étais battu. Une invitation personnelle distincte de l'assistante de direction de Caleb North était jointe à la notification. Mara, Caleb et le conseil demandent formellement que vous prononciez le discours d'ouverture de la réunion de lundi. Votre carte d'accès a été entièrement réactivée. Une voiture vous attendra à 8 h. Nous nous réjouissons de vous entendre, j'ai regardé le message, puis ma vieille carte d'identité d'entreprise posée sur la table. Le plastique semblait différent maintenant. Ce n'était plus un symbole de mon emploi. C'était une clé. Ils n'avaient pas seulement déverrouillé les portes du bureau et des salles de serveurs. Ils avaient déverrouillé la porte de la salle du trône. Et ils me demandaient de m'asseoir à la table. Cette fois, il n'y aurait pas de mur. Cette fois, je serais celle qui parlerait en premier. La deuxième réunion du conseil d'administration n'avait rien à voir avec la première. Le théâtre avait été démantelé. Ce n'était pas une représentation. C'était une sentence. La même salle du 43e étage semblait différente, plus petite,
l'air plus épais. La vue panoramique de la ville à l'extérieur semblait lointaine et sans importance. Les lumières étaient plus tamisées, projetant la longue table de marbre dans l'ombre, avec des faisceaux concentrés éclairant chaque siège, créant des îles de lumière dans une mer d'obscurité. Je n'étais plus une anomalie. J'étais l'ordre du jour. Je suis entré sans mes béquilles. J'ai utilisé une seule canne en fibre de carbone, une ligne noire élégante qui était moins un symbole de blessure qu'une déclaration d'intention. J'étais blessé, mais pas brisé. Ma jambe me faisait mal à chaque pas, un feu sourd et rythmé que j'accueillais. C'était un rappel. Le siège d'Everett était vide. Un trou noir à la table. Caleb North était assis à la tête, mais il n'avait pas l'air d'un commandant. Il ressemblait à un homme qui avait regardé dans l'abîme et qui était profondément reconnaissant d'avoir reculé. Son visage était gravé d'une nouvelle gravité. Il a attendu que je sois assise, puis a fait signe au secrétaire de la société. Les portes de la salle du conseil ont été fermées, les serrures magnétiques s'engageant avec un clic doux et final. La pièce était scellée. Caleb ne s'est pas levé. Il s'est penché en avant, les coudes sur le marbre froid, et s'est adressé au conseil d'un ton bas et solennel. Nous sommes ici pour prendre une décision qui définira l'avenir de cette entreprise, a-t-il commencé, ses yeux balayant les visages dans la pièce. Et à mon avis, nous avons deux choix. Nous pouvons procéder à l'acquisition comme prévu, signer les derniers papiers et diriger sciemment cette entreprise vers un naufrage juridique et financier dont elle pourrait ne jamais se remettre. Nous pouvons signer, et nous pouvons couler. Il a fait une pause, laissant le poids des mots s'installer dans la pièce silencieuse. Ou, a-t-il poursuivi, sa voix baissant encore plus, nous pouvons nous arrêter. Nous pouvons freiner des quatre fers, absorber l'impact à court terme et commencer le long et difficile processus de retour à la rive. Nous pouvons choisir de survivre. Il a tourné son regard vers moi. Madame Quinn a préparé une évaluation finale des risques pour aider à clarifier ce choix. Mara, la parole est à vous. Cette fois, je me suis levé. Je me suis légèrement appuyé sur ma canne, la pression une force d'ancrage. Je n'ai pas utilisé le projecteur principal. Je les ai laissés me regarder. Le choix n'est pas entre le profit et la perte, ai-je commencé, ma voix égale et mesurée. Il est entre la responsabilité et la viabilité. Option 1, nous procédons. Nous signons les papiers. Au moment où ma clé de conformité est approuvée, Westmore Analytics absorbe légalement Cobalt Finch, et avec elle, chaque transaction frauduleuse, chaque dollar blanchi. Le grand livre de l'ombre devient notre grand livre. Je les ai guidés à travers les retombées inévitables, brossant un tableau non pas avec des graphiques, mais avec des conséquences. L'enquête de la SEC n'est plus une question de si, mais de quand. Sur la base de l'ampleur de la fraude, les amendes potentielles se chiffreront en centaines de millions, dépassant peut-être la valeur de l'acquisition elle-même. Mais la sanction financière est la moindre des choses. Parce que nous avons été informés de la fraude avant de conclure l'accord, procéder constituerait un acte délibéré et volontaire de fraude sur les valeurs mobilières qui entraîne une responsabilité pénale. Cela signifie des mises en examen. Cela signifie que des membres de ce conseil, des membres de notre équipe de direction, pourraient être passibles de peine de prison. J'ai laissé mon regard dériver de visage en visage. J'ai vu de la peur. J'ai vu une sombre compréhension. J'avais toute leur attention. Option 2, ai-je dit en déplaçant mon poids. Nous mettons fin à l'accord. Nous signalons nous-mêmes nos conclusions à la SEC. Nous nous positionnons non pas comme des complices, mais comme la partie qui a découvert le crime. L'action subira un coup. Il y aura des poursuites de Cobalt Finch pour rupture de contrat, que nous combattrons avec la montagne de preuves que nous possédons maintenant. Ce sera désordonné. Ce sera coûteux. Mais l'entreprise elle-même, son intégrité fondamentale, sera préservée. Nous aurons choisi d'amputer un membre malade pour sauver le corps. J'ai regardé de nouveau Caleb. C'est la carte stratégique de nos deux avenirs. L'un est une impasse. L'autre est une route difficile à suivre. Un membre du conseil plus âgé, un homme nommé Sterling, qui était avec l'entreprise depuis sa création, s'est raclé la gorge. La fraude financière est claire, Madame Quinn. Mais l'autre affaire, la question du fournisseur, Braslin, le lien personnel. Cela complique le récit. Cela ne le complique pas, ai-je répondu. Cela clarifie le mobile. J'ai sorti mon téléphone de mon sac.
Je l'ai posé sur la table de marbre et je l'ai connecté au système audio de la pièce. Le dossier de preuve que j'ai soumis, nom de code Raven, contenait plus que de simples données financières. J'ai tapoté l'écran. Un fichier intitulé « Confession RB.wave » était surligné. J'ai appuyé sur « Lecture ». Le son qui a rempli la salle du conseil était brut, déformé par le microphone du téléphone et l'acoustique d'un couloir d'immeuble bon marché. La voix de Royce, épaisse de rage et d'arrogance, était indubitablement claire. Point la vérité. La vérité, c'est que personne n'aurait même remarqué ce frein si tu n'étais pas allé fouiller. C'était un rappel mineur, une erreur de transcription. Ça ne signifiait rien jusqu'à ce que tu décides d'en faire quelque chose. L'enregistrement s'est terminé. Un silence lourd et profond est tombé sur la pièce. Le concept abstrait de « problème de conformité des fournisseurs » venait de recevoir une voix. C'était la voix d'un homme avouant qu'il savait que la pièce qui avait failli me tuer était défectueuse. Arthur Vance, le conseiller juridique en chef, a lentement secoué la tête, un air de sombre certitude sur son visage. Cet enregistrement, a-t-il dit, sa voix une déclaration chuchotée et formelle, établit une négligence claire et délibérée. Combiné avec les dossiers financiers, il fournit des motifs plus que suffisants pour engager des poursuites civiles contre Bracelin Venture et ses dirigeants, et pour renvoyer l'affaire au bureau du procureur pour une enquête criminelle. Le dernier clou avait été enfoncé dans le cercueil. Caleb a hoché la tête lentement. Merci, Mara. Il s'est tourné vers le conseil. Le choix est clair. Il a fait un geste vers le centre de la table où une seule tablette de signature numérique élégante avait été placée. L'écran brillait doucement. C'était le terminal de la clé de séquestre de conformité. Ma clé. Il est temps de rendre cela officiel, a dit Caleb. J'ai marché jusqu'à la table. Tous les yeux étaient sur moi. Je pouvais sentir la tension dans la pièce, un souffle collectif retenu. J'ai pris le stylet lourd et froid. L'écran affichait mon nom et mon titre, et en dessous, les deux options qui avaient défini la dernière semaine de ma vie, les deux avenirs de Westmore Analytics, approuvés. Refusé. Je n'ai pas hésité. J'ai abaissé le stylet et j'ai appuyé fermement sa pointe dans la case intitulée « Refusé ». Ma signature a coulé sur l'écran en dessous, une ligne simple, nette et ininterrompue. J'ai appuyé sur le bouton de confirmation. Pendant un instant, rien ne s'est passé. Puis l'écran principal du projecteur au bout de la pièce, qui avait été sombre, a vacillé pour s'animer. Il affichait un seul message austère en lettres blanches grasses sur fond noir. Acquisition interrompue. Veto de conformité du fondateur invoqué. Les mots flottaient dans la pièce silencieuse. Une épitaphe numérique pour un accord d'1 milliard de dollars. 5 secondes se sont écoulées dans un silence absolu et ininterrompu. C'était le silence d'une bataille enfin terminée. Puis un son a brisé l'immobilité. C'était une seule expiration douce, un soupir de soulagement collectif profond. Il a été suivi d'un autre, puis d'un autre, alors que la tension se brisait enfin, une vague silencieuse de gratitude balayant la pièce. Caleb m'a regardé, et pour la première fois, le masque calculé du PDG avait disparu. Ses yeux contenaient un respect sincère et sans fard. « Mara » a-t-il dit, sa voix calme, mais portant le poids de toute la pièce. « Tu viens de sauver cette entreprise », j'ai hoché la tête, acceptant la déclaration non pas comme un éloge, mais comme un simple fait. J'ai détourné le regard de lui, mon regard se portant sur le fond de la pièce, sur le petit œil sombre de la caméra de conférence. J'ai pensé à Tessa, à la possibilité qu'elle regarde depuis un bureau éloigné, une consultante fournisseur, témoin de l'effondrement final de son monde. J'ai pensé à son visage strié de larmes, à sa supplique pour que nous nous échappions. J'ai regardé directement dans l'objectif, parlant à elle, à Royce, au fantôme de la vie qu'ils avaient tenté de me prendre. La vérité, ai-je dit, ma voix juste assez forte pour être capturée par le microphone, vient de mettre les freins, les mots « acquisition interrompue » sont restés sur l'écran principal. Une pierre tombale numérique austère. Dans le lourd silence de la salle du conseil, le pouvoir dans la pièce avait une nouvelle gravité, un nouveau centre d'orbite, et c'était moi. Personne ne parlait. Les membres du conseil, titans de la finance et de l'industrie, me regardaient simplement, leurs expressions un mélange d'admiration, de soulagement profond et d'une bonne dose de peur. Je n'avais pas été qu'une analyste de données. J'avais été leur pare-feu. La sécurité qu'ils n'avaient jamais su qu'ils avaient besoin jusqu'au moment où les moteurs ont pris feu.
Comme s'il était convoqué par la tension silencieuse, un nouveau message a clignoté sur les écrans des terminaux personnels intégrés dans le marbre devant chaque membre du conseil. C'était un communiqué interne à tous les employés, envoyé depuis le bureau de Caleb, mais clairement rédigé par les services juridiques et de relations publiques. Mémorandum interne à tous les employés de Westmore Analytics. Du bureau du PDG. Sujet, mise à jour organisationnelle. Avec effet immédiat, Everett a été démis de ses fonctions de directeur financier et n'est plus avec l'entreprise. Westmore Analytics coopère pleinement avec une enquête externe sur les pratiques de conformité et de comptabilité d'une cible d'acquisition potentielle et de ses sous-traitants, y compris Braslin Ventures. Notre engagement envers une conduite éthique et une surveillance rigoureuse reste notre plus haute priorité. C'était une exécution d'entreprise, livrée avec l'efficacité froide et stérile d'une ligne de code. Là, en texte noir et blanc austère, se trouvait la première conséquence, le premier cadavre. Everett était parti. Braslin Ventures était nommé. Royce était maintenant officiellement une cible. En lisant les mots, mon téléphone a vibré silencieusement dans ma poche. Je l'ai sorti, mon mouvement lent et délibéré. C'était un seul texto de Tessa. Les mots à l'écran étaient un aveu pathétique en minuscules d'une vérité qu'elle ne pouvait plus fuir. J'avais tort. Juste 3 mots. Le dernier drapeau désespéré de reddition d'un navire déjà à mi-chemin du fond de l'océan. J'ai regardé le message, le nom de la sœur qui était restée là et avait regardé alors qu'on me jetait dans la tempête. J'ai vu son visage dans mon esprit, son sourire condescendant au restaurant, sa panique striée de larmes dans le couloir. J'ai ressenti le fantôme d'une émotion, un faible écho de pitié. Et puis il a disparu, remplacé par le vide froid et propre d'une dette qui a été payée en totalité. Je n'ai pas répondu. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, laissant son message non lu dans l'éther numérique. Ma famille était un fantôme, et j'en avais fini avec les hantises. Caleb a repoussé sa chaise, le son raclant doucement dans la pièce silencieuse. Il s'est levé et a fait le tour de la table vers moi, ses mouvements manquant de leur démarche confiante habituelle. Il semblait plus âgé, humilié. Il s'est arrêté devant moi, non pas comme un PDG s'adressant à un subordonné, mais comme un homme reconnaissant un père. Il a tendu la main, non pas pour une poignée de main, mais comme un geste ouvert et interrogateur. Le conseil crée un nouveau poste, a-t-il dit, sa voix calme, destinée uniquement à moi. Chef du risque et de la conformité. Il rend compte directement au conseil, pas au PDG. Autonomie opérationnelle complète. Droit de veto sur toutes les activités de fusion et acquisition. Il est à vous si vous le voulez, il a fait une pause. Ou votre ancien rôle de responsable de l'intelligence des risques vous attend. Le choix vous appartient, un nouveau rôle ou votre ancien. L'offre flottait dans l'air. Un parachute doré, une promotion, une couronne. C'était tout ce que j'aurais dû vouloir. Une récompense pour ma loyauté, pour ma brillance, pour ma douleur. J'ai regardé sa main tendue, puis la chaise vide où Everett il s'était assis. J'ai pensé aux réunions sans fin, à la politique d'entreprise, à la pression constante et lancinante de dire oui quand chaque instinct criait non. Je me suis levé, m'appuyant sur ma canne. La douleur sourde dans mon genou était une présence familière et d'ancrage. Je n'étais pas la même femme qui avait boité hors de la maison de sa famille sous la pluie. Cette femme était partie, consumée dans le feu des 2 dernières semaines. Je choisis de garder les clés, ai-je dit. Le front de Caleb s'est plissé un instant, puis son expression s'est éclaircie de compréhension. Il ne s'agissait pas d'un titre. Il ne s'agissait pas d'un nouveau bureau à un étage supérieur. Il s'agissait du principe. Le pouvoir que j'avais exercé était le pouvoir d'une seule clé non négociable, un mécanisme que j'avais construit pour faire respecter l'honnêteté. Je n'avais aucun désir de devenir une autre dirigeante. J'étais la gardienne, et la porte était l'endroit où je resterais. Il a hoché la tête lentement, un respect profond et sincère dans ses yeux. Il a retiré sa main. Les clés sont à vous, a-t-il dit. Il s'est tourné et s'est adressé au secrétaire de la société. Ouvrez les portes, les serrures magnétiques se sont désengagées avec un bruit sourd et doux. Les lourdes portes au bout de la salle du conseil se sont ouvertes vers l'intérieur, poussées par une main invisible. Un courant d'air frais et propre du couloir nous a balayés, brisant l'atmosphère viciée et super réfrigérée de la pièce. C'était comme la première bouffée d'air après avoir été sous l'eau trop longtemps. À travers les portes ouvertes, je pouvais voir les immenses fenêtres à l'extrémité du hall. Dehors, la tempête s'était enfin calmée.
Le ciel au-dessus de Ravenholt, qui avait été d'un gris meurtri et oppressant pendant des jours, était maintenant d'un bleu brillant, sans nuages, impossible. Mon travail n'était pas tout à fait terminé. Sur le côté de la pièce se trouvait un petit coffre-fort biométrique encastré dans le mur, sa face en acier affleurant le panneau de bois sombre. C'était le dépôt physique des jetons cryptographiques utilisés dans les transactions majeures. La secrétaire, une femme silencieuse et efficace nommée Eleanor, s'est approchée et l'a déverrouillé avec son empreinte digitale. Je me suis dirigé vers le coffre-fort. D'une poche sécurisée de ma veste, j'ai sorti un petit objet simple. C'était un jeton physique, un morceau d'acier brossé de la taille d'une carte de crédit, frais et lourd dans ma main. Gravé dessus, un seul mot, refusé. C'était la représentation physique de mon veto, l'objet tangible qui correspondait à la signature numérique. C'était la clé. J'ai glissé la carte en acier dans la fente qui l'attendait à l'intérieur du coffre-fort. Elle s'est enclenchée avec un son de précision mécanique parfaite. Eleanor a refermé la lourde porte. Le pen de verrouillage s'est mis en place avec une série de bruits sourds solides et satisfaisants. Propre, sécurisé, final. Je me suis détourné du mur. Je n'ai pas regardé Caleb. Je n'ai pas regardé les membres du conseil qui se levaient maintenant de leur siège. Je n'ai pas regardé en arrière la table où j'avais démantelé un empire. Ma part dans cette histoire était terminée. J'ai commencé la longue marche vers les portes ouvertes, ma canne tapant un rythme lent et régulier sur le sol en marbre. Mes pas étaient le seul son dans la pièce. En atteignant le seuil, je pouvais sentir l'objectif invisible d'une douzaine de caméras de sécurité capturant le moment, l'analyste solitaire, canne à la main, s'éloignant des décombres qu'elle avait à la fois causés et empêchés. Je suis sorti de l'obscurité de la salle du conseil et je suis entré dans la lumière vive et propre du couloir. Je n'ai pas regardé en arrière. Il n'y avait plus de mots à dire, pas de grands discours, pas de condamnation finale en colère. Les faits avaient parlé d'eux-mêmes. Juste au moment où les lourdes portes commençaient à se refermer derrière moi, j'ai dit une dernière chose, ma voix à peine un murmure, une dernière pensée privée prononcée dans l'espace qui se fermait, une épitaphe silencieuse pour la famille que je n'avais plus.